Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce symposium de la SFO sur l'orthokératologie dans le contrôle de la myopie pour vous parler de notre DRL. Donc Louisette Bloise va nous présenter les études qui ont été réalisées sur la DRL et leur aboutissement. Et ensuite, Jo Maponnet prendra la parole pour nous parler de l'adaptation des lentilles DRL. Et nous vous montrerons des images fluo pour vous montrer que cette lentille est vraiment simple à adapter. Voilà, Louisette, merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter effectivement l'aboutissement de ce travail, qui est donc cette étude qui a été faite depuis un certain temps, on y travaille dessus depuis quelques années, et qui était une étude comparant les lentilles d'orthokératologie, donc avec frénation de la myopie, versus des lunettes non frénatrices. Alors, cette étude était une étude rétrospective qui a compris 8 centres en médecine libérale, donc pas hospitalière. Tous les patients de la consultation ont été recrutés sur une période de janvier 2016 à juin 2020, avec des enfants entre 7 et 17 ans, une myopie de moins 0,50 à moins 7, un cylindre entre 0 et 4 dioptries, et il fallait qu'il y ait 2 ans de suivi avec un contrôle à 1 an. Donc nous avons réussi à recruter 295 patients en DRL, 342 en lunettes, n'ont été retenus par rapport aux conditions demandées que 211 en DRL et 149 en lunettes. Tous ces patients avaient une myopie, que ce soit en lunettes ou en DRL, de base, aux alentours de moins 2,95 et moins 2,80 pour les lunettes. Nous avons d'abord fait une étude globale sur 2 ans, et ensuite nous avons subdivisé les patients en 3 groupes, les plus jeunes de 5 à 9 ans, ensuite 10-12 ans, et ensuite 13 et 17 ans. Quand on regarde l'étude globale, tout patient, quel que soit l'âge, vous voyez que l'évolution de la myopie se fait en lunettes, mais en orthoca aussi, mais beaucoup moins en lentilles d'orthokératologie, puisqu'on a sur 2 ans une sphère qui a augmenté de 0,14 contre 0,76 en lunettes, ce qui fait pratiquement une évolution 6 fois moins importante en orthoca, et donc un effet freinateur de 80% sur les 2 ans. Lorsqu'on va subdiviser les groupes, d'abord les plus jeunes, les 5 à 9 ans, sont ceux qui ont peut-être une myopie qui va évoluer plus rapidement que les ados dans le groupe le plus âgé. Mais là, pareil, quand on regarde lunettes, une évolution de moins 0,28 contre une dioptrie 0,2 en lunettes, et en orthoca 0,28, pardon. Donc on voit quand même qu'il y a un bel effet freinateur, et là on est sur un effet freinateur de 73% en orthoca sur ce groupe le plus jeune, et vous verrez, ce groupe le plus jeune est quand même celui qui a l'évolution de la myopie la plus importante. Maintenant, le groupe moyen des 10-12 ans. L'évolution de la myopie se fait aussi, mais de façon un peu moins importante dans le groupe lunettes que dans les plus jeunes. Mais il y a quand même une différence importante, puisque en orthoca, on a une évolution de 0,12 et 0,68 en lentilles, en lunettes, pardon, ce qui nous fait un effet freinateur de 82%, toujours très efficace en faveur de l'orthokératologie. Le groupe des plus grands, donc les ados de 13 à 17 ans, on voit que l'évolution de la myopie est quand même en lunettes, moins importante que chez les plus jeunes. Peut-être parce que dans ce groupe d'âge, l'évolution naturelle de la myopie déjà est moins importante que chez les plus jeunes, mais on a quand même un effet freinateur de l'orthoca
supérieur en orthocat qu'en lunettes, avec un effet freinateur de 83%. Ici, nous avons une projection d'évolution. Nous avons repris notre étude et projeté tout ça sur les 6 ans, sur un suivi de 6 ans. Et on voit effectivement que sur 6 ans, cette freination de la myopie persiste en orthokératologie, plus bien sûr qu'en lunettes, puisque ce sont des lunettes non freinatrices. Et au bout de 6 ans, les patients en orthokératologie ont une myopie qui a évolué de 0,47 contre 2,23 en lunettes. Donc un résultat tout à fait important, et je dirais peut-être même impressionnant, parce que 2 dioptries chez un enfant qui avait déjà -4 au départ, il va se retrouver à -6, donc catégorisé dans des myopies fortes, avec toutes les complications que vont engendrer ces myopies fortes. Et nous avons comparé cette courbe avec la courbe du site de Brian Holden qui montre l'évolution par rapport à un patient, toujours de même type, un caucasien, même âge, 7 ans et -3. Et si on superpose ces courbes, on voit que nous sommes vraiment dans les clous comparés au site de Brian Holden, et donc que nos résultats sont quand même concordants avec toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent. Nous avons fait cette étude sur la partie sphère, sur la puissance. Mais il y a d'autres études qui ont été faites sur l'évolution de la longueur axiale, parce que comme vous le savez, quand la myopie augmente, c'est parce que la longueur axiale augmente aussi. Et là, on a 2 études, une étude française du docteur Chaume, qui compare donc la DRL versus un groupe lunettes. Et là, on a une freination de la myopie de 70%, si je ne me trompe pas. Et une autre étude a été faite là en Chine, entre 2 lentilles freinatrices de la myopie, l'ADRL qui a la particularité d'avoir un double réservoir et une zone optique calculée, variable, pour que cette zone optique soit toujours dans le diamètre pupillaire, par rapport à un groupe de DRL, j'allais dire classique, qui effectivement corrige la myopie, mais qui, comme vous pouvez le voir, est moins freinateur sur l'évolution de la myopie, puisqu'on n'est qu'à 53%. Pourquoi toutes ces études? Ces études ont été faites pour faire reconnaître par la Haute Autorité de Santé l'intérêt de freiner la myopie, déjà dans un premier temps, en reconnaissant en particulier l'efficacité de la DRL, ce qui est chose faite aujourd'hui. On le sait depuis le début de l'année, la Pressilins a obtenu un avis favorable de la HAS pour le contrôle de la myopie. Les conséquences, ça peut être des conséquences assez importantes, puisque du coup, la CPAM va donner un tarif de remboursement pour cette lentille. Et en fait, tout ce travail, j'étais vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour le finaliser, c'était d'obtenir cet agrément de la HAS. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, Joma va vous expliquer des choses plus compliquées sur les géométries de ces lentilles. Donc, merci. Il faut cliquer ici, peut-être. Et voilà. Donc, bienvenue, merci d'être ici. C'est un plaisir de pouvoir vous parler un peu sur la DRL, qui était la lentille que j'ai développée il y a longtemps. Et basiquement, premier, parler un peu des études. Il y a plein d'études qui sont publiées, vous pouvez les trouver sur PubMed facilement. Et basiquement, on va parler d'une étude qui est très importante. Donc, c'est une étude rétrospective qu'on a fait dans la clinique à l'Espagne, à Barcelone. On a choisi 71 enfants qui ont été équipés en DRL pendant 2 ans. Et pendant un an, on a fait l'étude. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a cherché ici? On a cherché à trouver
la relation entre le diamètre de la zone de traitement et le contrôle myopie. C'est ce que c'est un... Je sais que les caméras, ils ont problème avec moi. Mais en tout cas, bon, je bouge toujours. Donc, basiquement, ça c'est une étude, ça a été les premiers qu'on a fait dans le monde sur ce sujet. Maintenant, il y a plein d'études qui travaillent sur la question du diamètre de la zone de traitement. Logiquement, bon, c'est ce que déjà connaissez l'orthoca, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fait un aplatissement dans la myopie, un aplatissement de la cornée centrale, et ça fait un changement, un cambrement mi-périphérique à l'autour. Cet cambrement, quand on le voit dans la topo, on voit un anneau rouge. Cet anneau rouge, on appelle l'anneau rouge de puissance positive, mais basiquement, si vous vous rappelez dans une lentille souple, pour la presbytie, comme la Cooper centre loin, vous allez avoir un anneau rouge qui détermine que, dans les topos, qui détermine que c'est une zone de puissance positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'image que la rétine reçoit, c'est passé dans la partie de la zone de traitement qui est corrigée par loin et dans la zone qui est cambrée, qui est marquée dans sa topographie comme anneau rouge. Donc c'est puissance plus positive dans les centres. C'est une puissance relative au centre positive et ça change les rayons de lumière. On a un double foyer, on a un double plan. Qu'est-ce qu'on fait? La rétine il reçoit une double image, une image qui traverse la zone loin et une image qui traverse la zone proche. Ça serait une idée facile à maîtriser dans la tête. Quand on regarde un hors-axe à côté, on passe à travers cette zone de cambrement dont l'image qui est placée dans la rétine périphérique, elle est focalisée devant la rétine et la rétine agit dans ce signal optique en arrêtant la progression de la myopie. Dernièrement, c'est ce qu'on considère, c'est que basiquement, plus que faire des différents plans de focalisation, c'est ce qu'on fait, c'est une confusion rétinienne, on ne donne pas une image parfaitement claire, pointue, donc on donne une image un peu fluo, une image qui a des aberrations sphériques, chromatiques, etc. Et ça donne un signal optique qui freine la progression de la myopie. À niveau logique, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Si on veut équiper un presbyte, ça dépend du diamètre pupillaire, parce que dans la zone pupillaire, il faut placer la zone loin, la zone proche. Si on arrive à avoir ça, le presbyte ne va pas avoir la vision loin, la vision proche. Dans les côtés myopiques, c'est totalement logique à penser qu'il faut placer les zones de loin et la zone qui fait l'addition freinateur de la myopie dans une zone qui entre dans l'œil, donc dans la zone pupillaire. On allait dans l'étude avec ça pour faire la comprovation. Il y avait beaucoup de discussions dans le monde sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre sujet, on l'a divisé dans 3 groupes. Un groupe, ils avaient la zone de traitement qui est plus large que la zone pupillaire. Un groupe qui avait la même zone pupillaire que la zone de traitement et un groupe qui avait les zones de traitement plus petites que la zone pupillaire. Et là, vous avez un peu la ligne à droite d'efficacité et c'est dose dépendant. Donc, ça veut dire que ceux qui ont le diamètre de traitement plus large ont moins de freination, ceux qui ont les zones de traitement plus petites ont plus de freination. Et ça, c'est une comprovation que le système de faire une zone optique personnalisée dans les jeunes myopes, ça aide à augmenter l'efficacité telle que Luisette il vous a montré tout à l'heure, qu'on peut arriver à des valeurs que presque 80%. Donc là, c'est des études magnifiques. Aujourd'hui, on va aller dans un autre côté. L'année dernière, on a présenté ces études aussi. Ils sont publiés et on peut en discuter en privé si vous voulez après les symposiums. Aujourd'hui, on va continuer un peu. On a déjà constaté l'efficacité qu'on a avec ces systèmes personnalisés et on va parler de quoi ce qu'on a. On travaille avec les lentilles personnalisées avec 2 systèmes. Ceux qui sont moins de moins 4 dioptries myopie, on va utiliser une lentille qu'on appelle prévention, qui a un anneau plus puissant. On corrige la même quantité de réfraction au centre, mais on génère une addition d'un anneau périphérique plus fort pour freiner la myopie. Et d'un l'autre côté, on a la DRL classique
avec une zone optique réduite à 5 mm. Donc c'est à gauche. Tout ce que si c'est plus de moins de 4 dioptries, on passe à DRL classique. Tout ce que c'est moins de 4 dioptries, on passe à DRL prévention. Ça, c'est un peu la préconisation qu'on travaille. Bien sûr, on peut équiper l'enfant avec un DRL 5 mm avec la dioptrie qu'il a, mais il va être en théorie moins efficace pour le contrôle, pour la freination de la myopie. Qu'est-ce qu'il y a dans tous les systèmes là? Une des choses belles qu'il y a dans les systèmes, c'est que tous les lentilles sont changeables. On peut adapter un DRL prévention et avec les mêmes paramètres, on change sous DRL 5 mm. Si vous voulez, on veut changer avec un DRL NIR, DRL hypermétropie, tous c'est les mêmes paramètres, c'est la même gamme, c'est les mêmes paramètres, il ne faut rien calculer, c'est tout en direct. Donc ça, c'est un peu, c'est ce qui est joli. En plus, c'est ce qui est joli aussi, c'est le système marche que si vous changez le diamètre total de la lentille et vous êtes dans une zone cornéenne, il ne faut rien changer, seulement on change le diamètre. Vous voulez changer les diamètres zone optique, vous changez les diamètres zone optique, les paramètres sont les mêmes. C'est un système intégral qui recalcule en arrière en mathématiques pour que toi sois dans la place. Donc les spécificités, c'est les doubles réservoirs alarmes. Vous voyez qu'en plus, si vous êtes un peu coutumé sur les lentilles orthoca, c'est ce qu'on appelle le réservoir alarme. C'est les premiers anneaux verts. Et après, il y a un second anneau. Il y avait théoriquement des souris. Là, c'est les premiers anneaux. Vous voyez. Et là, on a les seconds anneaux. Donc, comme on en a deux, on en parle de double réservoir alarme. Et ça nous aide pour différentes choses. Première, on augmente les forces hydrodynamiques. Et ça fait que la lentille soit avec un bougement plus douce. Ça bouge plus doucement. Ça aide au centrage. Et ça aide extraordinairement pour l'adaptation. Pourquoi? Parce que cet anneau, second anneau de l'arme doit être centré dans la périphérie et les deux zones d'alignement doivent être équivalentes. Ça nous aide, vous allez voir, comme ça nous aide énormément pour l'adaptation en fluo. L'avantage de la DRL, c'est que c'est une lentille énormément personnalisée et on utilise basiquement deux paramètres, les paramètres K et les paramètres P. Évidemment, on utilise les paramètres de diamètre total, comme tous les lentilles du monde. On utilise les diamètres de la zone optique, comme on a parlé, pour maîtriser contre myopie. Et après, on utilise les paramètres K et P. Les paramètres K, c'est un paramètre qui est relationné pour la partie centrale de la lentille. C'est la partie de la zone optique plus de la zone réservoir. C'est la partie centrale. Et ça nous change la relation de ces lentilles pour la cornée. La K signifie kératométrie. Donc, en théorie, mais toujours c'est pas exactement comme ça, en théorie, un cornet 780 va être équipé avec un K 780. C'est ça l'idée. À la pratique, c'est pas exactement comme ça parce que les cornets ils ont des excentricités différentes et ça passe pas vraiment 100% des cas, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous changez ce paramètre K, on va dire, on aplatit. On change de 7,80 à 7,85, on aplatit 5 centièmes, vous avez en train d'aplatir les rayons sur lesquels la lentille est adaptée. Ça veut dire que la lentille est plus plate, d'accord? Et ça, on change 8 microns dans chaque 0,05 de changement. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'on a? On change la hauteur de la lentille, le cambrement de la lentille en 8 microns, en step de 0,05. Facile. Et après, dans la partie centrale, on a évidemment les rayons base. Les rayons base, c'est ce que c'est la façon de contrôler la quantité de réfraction. Combien de myopies vous voulez enlever. Et ça s'appelle M de myopie, et c'est le numéro de dioptrie que vous voulez enlever. D'accord? Il ne faut rien calculer, c'est seulement ce numéro. Dans la partie périph', il s'appelle P, périph', d'accord? Ce n'est pas très difficile à rappeler. K de kératométrie centrale, P de périphérie. Qu'est-ce qu'on a? On a la même histoire, on a un rayon. Ces rayons, ce n'est pas les rayons de la lentille, c'est les rayons sur lesquels elle est déposée. Donc ça nous donne l'idée de si on est plus plat ou plus cambré. Un rayon 7,80, c'est une chose. Si on cambre 7,75, on va avoir la lentille plus serrée dans la périph'. Seul que la périph'. Là, c'est une des choses jolies.
La lentille, elle est construite par morceaux. Donc, vous pouvez déterminer que la hauteur de la partie centrale, combien de hauteur vous voulez par rapport à la cornée, sans toucher votre alignement. Ou vous pouvez toucher que l'alignement en serrant ou aplatissement indépendant du centre. Tout c'est totalement indépendant. Et logiquement, quand on passe à la lentille torique, on fait ça dans un méridien plat et on fait la même chose dans les méridiens serrés. Donc on a les mêmes quantités, donc des numéros. Les rayons pour la partie centrale cornéenne, les rayons pour la partie périph' cornéenne et les rayons de la partie serrée cornéenne, les rayons de la partie périphérique serrée cornéenne, plus la quantité de myopie et c'est des cylindres, la quantité en dioptrie des cylindres que vous voulez corriger. Voilà, il ne faut rien calculer, c'est tout dedans. Donc, c'est très, très vite expliqué parce que normalement, quand vous êtes un peu nouveau dans cette lentille, l'équipe de Présilence va vous faire un séminaire spécifique plus long avec toutes les questions, avec toute la compréhension, mais basiquement, c'est ça et c'est pas vraiment Normalement, les gens, la première fois qu'ils voient, ils voient plein de numéros, mais en effet, c'est parce que la chose, c'est que c'est une lentille qui est très personnalisable. Mais les systèmes, c'est facile à faire. Et en plus, il y a le programme Click and Fit qui va vous dire quel est les rayons lentilles et quelle lentille que vous devez placer au commandé ou vous aider dans les services techniques. C'est un système informatique. Et voilà. Dedans, le système, en plus de vous dire quelle est la lentille que vous devez utiliser en première intention, il y a un système d'optimisation. On sait que les choses ne sont pas parfaites dans la vie, donc normalement, vous aurez besoin de changer votre adaptation, serrer, aplatir, etc. Et ça marche avec un système topographe. Donc, vous cliquez dans la topographie que vous voyez dans la réalité et le système va vous dire il faut serrer, il faut aplatir, il faut changer ça comme suggestion. Ça ne substitue pas les humains, bien sûr, mais ça aide beaucoup. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur la partie fluo. La partie fluo, c'est un art. Là, il y a besoin d'être capable de voir les verres de la fluo et comprendre où est-ce qu'on est. D'accord ? Donc, on va travailler sur certaines parties de la lentille. On va commencer du centre vers les bords. On commence dans les centres. À gauche, vous avez une lentille qui est plate. Vous voyez que cette lentille, c'est un peu dommage que ce n'est pas la même cornée, donc on ne peut pas comparer. Mais dans les centres et droites, vous voyez clairement beaucoup plus de fluo dans la partie centrale que dans la lentille centrée. D'accord ? À gauche, c'est la lentille sur un cornet torique, que c'est sous-léger dans cette partie, c'est élevé dans cette partie, donc on sait que c'est plate. La façon de voir, là, c'est difficile ici, on va faire des pauses aujourd'hui, en réalité, réel pour voir. Quand on regarde ça, il y a un petit point qu'il faut voir, c'est regarder, et là, on n'est pas... Il faut... Alors, non, c'est pas possible. D'accord. Je voulais faire un changement de la diapo, mais c'est pas possible ça. Donc, j'ai sorti la diapo. Hop, on est ici. Il faut regarder que la zone centrale. Et si vous regardez dans la lampe fente bien là, quand il bouge, vous allez voir si la lentille elle est OK ou un peu serrée, vous allez voir un peu de vert, comme des petits trucs verts dedans, au-dessus de la lentille. En revanche, si la lentille est trop plate, quand le patient va clignoter et vous êtes dans la lampe frontale, que vous regardez que la partie centrale, la partie noire du centre, vous allez voir qu'après le clignotage, ça touche. Vous allez voir qu'il n'y a pas rien de l'âme. Vous allez voir noir, contact total entre la lentille et l'œil. Ça se voit clairement dans la lampe fente. Ça, c'est très difficile dans des photos. D'accord ? Mais ça, c'est une histoire très importante. Qu'est-ce qui arrive si la lentille orthoca, c'est trop plate et touche la partie apicale? Logiquement, on va avoir des piquetés, on va avoir des problèmes dans l'épithélium.
Et ce problème épithélial, on va le voir avec la tinction fluorescée inside la lentille, et on va avoir dans la topo un point rouge, parce que le topographe, il va interpréter cette petite défaut comme un parti en bambe. Le topographe, il va marquer une zone rouge là-bas. Donc ça va vous dire, piqueter zone rouge dans la topo, clairement, la lentille, ça touche dans mon épithélium, il faut serrer la partie centrale, élever la partie centrale pour éviter le touchant. Hein? Donc, la périph', c'est la suivante partie qu'on va regarder. Et on regarde la différence entre les deux anneaux. Dans la partie gauche, on voit que les deux zones noires sont égales. Dans la partie centrale, la zone noire est plus large au centre, à l'intérieur. Et dans la partie droite, c'est plus large à l'extérieur. Donc, ça veut dire que nous, on a un lentille qui n'est pas aligné. Il les touche dans l'intérieur ou il touche dans l'extérieur. Et c'est clairement vu. Et une autre chose qu'il y a des gens qui disent, c'est une façon de faire. Et la ligne verte au centre, c'est centré. Dans la partie lentille plate, la ligne verte, c'est un peu divisé, c'est un peu bougé vers l'extérieur. Et dans la lentille qui est serrée, la ligne verte, la toute petite ligne verte, c'est bouger un peu vers l'intérieur. Vous pouvez regarder comme si cette ligne, ça bouge intérieur-extérieur. S'il est centré, on est dans la place. Ou vous pouvez regarder le noir s'il est plus ou moins égal. L'autre chose que je vais partager entre vous aujourd'hui, c'est une chose très intéressante que peut-être le team précédent ne connaît pas. Donc voilà, c'est nouveau. Et on va regarder une petite détail. Vous voyez, la zone centrale, on a parlé, c'est l'appui. Là, on a les premiers réservoirs d'armes et après, on a les premiers appuis. Les premiers appuis, ici, noirs, c'est les points où la lentille finit la courbe inversée. La lentille, il y a une zone centrale qui fait l'aplatissement. Après, on a la courbe inversée qui arrive sur la cornée. Cette courbe inversée, ça va aligner sur la cornée. Ça doit appuyer. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder tout autour aux 360 degrés si elle est égale. Et dans cette photo, vous allez voir qu'elle n'est pas égale. La partie nasale temporale, elle est plus épandue et plus large que la partie sup et inférieure. Et ça, ce que ça nous dit? Ça nous dit que la toricité de ces lentilles est insuffisante à la fin de réservoir l'arme. Il faut augmenter la différence entre plat et serré dans la partie centrale. Les K et K'. Et après, et bien sûr, ces lentilles, on regarde les appuis et on voit que dans le méridien plat, peut-être c'est OK. Les deux alignements, ils sont plus ou moins égaux. Mais dans la partie serrée, en haut et en bas, il manque un appui dans la partie périph', donc la partie de l'anneau. Il n'est pas appuyé et ça nous dit que la partie périphérique, les P', il est plat, trop plat. Il faut les serrer. Ça veut dire augmenter la toricité aussi dans la partie périphérique de la cornée. Hein? Donc ça nous donne, avec cette photo, cette image, clairement qu'on doit serrer la partie K, la partie centrale en K', il faut serrer un peu pour avoir 360 degrés égales dans la première appui et après, il faut serrer aussi la périphérie pour avoir un alignement tout autour. Quand on va faire ça, parce que ces lentilles, ça va marcher, si ces lentilles descendent. Si vous avez un problème, là, on change. Mais des lentilles comme ça, elles peuvent marcher parfait parce que normalement, ça marche. Mais seulement quand on a des soucis, on va avoir besoin de faire un changement d'optimisation. D'accord? Ou dans les cas où vous voulez prévenir qu'un jour, votre patient il revient avec une lentille qui descend. Vous voyez dans la fluo, dans la lampe à fente qu'elle bouge beaucoup. Vous voyez cette chose que vous n'aimez pas. Et vous pensez, bon, un jour, ça va décentrer, va revenir. Je ne vois pas bien, docteur. Donc, avant d'avoir les problèmes, vous changez, vous équipez meilleur vos lentilles pour prévenir. Mais beaucoup de fois, cette lentille va être bonne. Seulement, on est aujourd'hui dans des discussions sur les sujets. Ok, on a des cobayes aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça? Allez. Catherine? Viens ici.
On va parler un peu de Léa peut-être. D'accord. Donc on a des cobayes qui sont offertes sans aucune pression, hein, totalement volontaire. Donc on va les remercier d'être ici, hein. Elles ont fait un boulot extraordinaire et on a préparé pour vous des lentilles avec différents diamètres, différents rayons, différents équipements. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une partie plus participative et voir la fluo, changer la fluo, déterminer comment on change ça devant vous à ce moment. On a pour faire une photo-vidéo et on va essayer de travailler sur ces sujets. Donc, est-ce qu'on peut voir la présentation d'ici d'accord? Tu veux parler du cas, peut-être? Bon, on commence par Léa, c'est ça? Donc, Léa, il a l'œil parfait et elle va être équipée aujourd'hui avec DRL Prévention. On a une topographie qui a un rayon plat 7,55 et un rayon 7,50. Allez. Hein? On va y arriver. Et ici, un lentille qui était déterminé par Click and Fit. C'est très petit avec l'idée que vous ne voyez pas. Et à droite, c'est la lentille idéale. D'accord? Donc, on voit la lentille qui est dans la partie centrale. Vous voyez un peu de vert ici dedans. Ça veut dire que ça ne touche pas. On voit un anneau très foncé, très bien. Un alignement 360 degrés plus qu'égal, un peu différent ici à la partie basse, mais c'est OK, on ne va pas passer à torique. Et dans la partie périph', on voit plus ou moins égal dans toutes les parties l'alignement. En plus, le diamètre, il est correct pour cette cornée. Il faut rappeler que le diamètre, il ne faut jamais être plus large que la zone limbale supérieure et inférieure. La cornée, normalement, c'est un peu ovale. Il ne faut pas voir le diamètre de la lentille par rapport à la zone horizontale de la cornée, il faut voir par rapport à la zone verticale. Parce que quand ils sont très ovales, on voit que la lentille est petite par rapport à l'iris visible horizontal, mais vertical, il n'est pas. Et si on a une lentille qui est trop large et qui tape sur la limbe supérieure, on peut avoir, après quelques années, des kératites inflammatoires. Donc, on va y aller. Alors, la question ici, c'est, on peut faire un jeu, si vous voulez. On cherche une lentille de toute la gamme qu'on a ici sur la table sans regarder qu'est-ce que c'est. Et vous devez deviner s'il est trop plat, serré ou tel qu'il est. Ça vous va? Allez, Léa, choisis une lentille à hasard. Alors, l'autre cas, pendant que Léa il va faire une pause, hein, est-ce que tu as la... Carmel? Ah, voilà. Donc, notre amie Carmel est un peu différente. Vous voyez, là, c'est une adaptation de la lentille sphérique sur un cornet qui est torique. Voilà. Les rayons cornés, c'est 7,50 pour 7,35. Donc, on a, apparemment, dans la partie centrale, on a 0,15 mm de astigmatisme, mais vraiment, c'est clair qu'une fois qu'on place la lentille sphérique sur cette cornée, on voit clairement que dans la partie plate, elle est bonne, mais dans la partie serrée, elle est élevée. On voit plein vert là-bas, donc la lentille, elle est plate dans cette méridien. C'est clair qu'on a besoin, dans ces cas-là, d'un lentille torique, mais on verra ça plus tard. Donc on a déjà équipé le premier cas. On peut passer sur le vidéo. Ouais. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu dis? Ok, ça marche très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette adaptation? Si tu peux, tu fais une photo peut-être quand tu vois un moment, et là on laisse se relaxer Léa. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez en général? Il y a des micros dans le salon, donc là il y en a 2. Si vous voulez parler, c'est génial. Hein? L'idée, c'est faire participatif. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez en général? C'est une lentille serrée, c'est une lentille plate en général. Alors, tout ce qui pense que c'est serré, il peut lever la main. Non, mais on a vu déjà. Ils savent déjà, ils connaissent.
Et tout le monde qui pense que c'est plate, qui peut lever la main, s'il vous plaît. Et voilà. La reste, ils ne pensent pas, d'accord. Alors, ouais, c'est plate, n'est-ce pas? Pourquoi c'est plate? Alors, premier, dans la partie centrale, on voit encore des fluos, donc il ne touche pas vraiment l'épithélium central, c'est bon, mais la partie périph' est vraiment, vraiment élevée. Et il faudrait, si c'est possible, hein, là ça va être très difficile. Voilà. Vous voyez, moi? Ouais, parfait. Et voilà. Hein? C'est bon. Donc, idéalement, on prend la photo avec la lentille stoppée dans la partie centrée. D'accord? Qu'est-ce que vous ferez dans ces cas? Les diamètres, c'est bon? C'est OK. Combien vous allez serrer ces lentilles? Hein? Hein? On peut serrer que la périph' et laisser les centres? Oui. D'accord. Alors, les centres, on a dit que pour l'instant, ça ne touche pas, donc on va serrer que la périphérie, d'accord? Et j'ai besoin de décider si on serre 0,10, si on serre 0,20. Alors, il faut élever les mains. Tout ce qui dit 0,10, allez, en D3. Tout ce qui dit 0,20, 0,20. Alors, il faut serrer 0,20. La périph'. C'est ça, exactement. Quelle lentille elle était, ça? C'était le P trop plate 0,20. D'accord, donc c'était ça. Bravo, vous avez bien choisi. Je joue sur Carmel. Carmel, elle a passé une lentille. Ah, elle est en train de poser Carmel en lentille. On va voir qu'est-ce qu'on a là-bas. D'accord, la question là, c'est si la décision on la prend tout de suite, on attend. Alors, on la prend tout de suite. Pourquoi? La décision, vous la prenez au moment que vous êtes certain. On est certain que cette lentille est trop plate. On est certain 100%. On ne va pas laisser une lentille trop plate pendant beaucoup de temps dans l'œil parce qu'après vous allez avoir un problème, un piqueté ou quelque chose. Si vous êtes en doute, vous attendez. Mais si on est sûr, on change déjà. On ne va pas laisser une lentille qui peut générer un problème dans un cornet trop longtemps. On fait ça. On change immédiat. Hein? Ouais. Allez, donc Carmel. Alors, là, on a beaucoup de fluo, c'est normal parce que c'est juste à la pause. Notre ami Carmel, elle pleure beaucoup. Et on va faire une chose, allez. Tu vas clignoter tout le temps. Hein? Et normal. Alors, il faut sécher un peu l'œil de l'arme et voilà. D'accord, sèche un peu s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment? J'ai fait une chose, c'est que j'ai tiré de la paupière inférieure pour ne pas avoir la larme qui retourne sous la lentille. Hein? Idéalement. Mais là, j'ai tout que les doigts. Mais si je laisse comme ça, il pleure beaucoup. Donc la partie inférieure, c'est plein de larmes. Chaque fois qu'il clignote, la larme va aller dedans. Donc comme ça, je tire. Et quand il clignote, il va nettoyer un peu. Et je peux voir parce que ça sèche. Hein. Mais là, ça va être meilleur parce qu'on a séché un peu. D'accord. On a déjà une idée. Hein. C'est pas terrible, mais on a déjà une idée où est-ce qu'on est ici. Hein? Serré, d'accord. Pourquoi c'est serré? Ah, très belle question. Parce qu'il y a un boule d'air, c'est serré. Non. Hein? Il est piégé, oui. La boule d'air, c'est à cause que quand elle a fait la pause, elle a mis la boule d'air dedans. Ça, c'est un problème d'insertion. Ce n'est pas un problème de lentille serrée. Hein? Ce n'est pas comme une lentille JP. Ce n'est pas ça. Ça n'attrape pas. Cette boule d'air, c'est depuis l'inice. Quand il fait la pose de la lentille, il faut placer plein l'arme, regarder en bas et faire la pose d'en bas. Ah non, sans boule d'air.
Et là, vous n'aurez aucune boule d'air là-dedans. D'accord? Donc, il faut regarder. Là, la boule d'air, c'est dehors. Il faut regarder si la partie centrale, c'est un peu, la image, c'est un peu. Clignote un peu plus, s'il te plaît. Et là, voilà. Ouvre. Voilà. La partie centrale, est-ce que c'est large ou petite la zone noire? La zone noire est petite. Normalement, ça, c'est un lentille qui va être serré, d'accord, hein? Et la partie périph', comment vous voyez les alignements? C'est à gauche, c'est facile de voir, et à droite, c'est plus ou moins, ils sont plus ou moins égaux. Mais en haut et en bas, c'est différent, d'accord. Donc, cette lentille, a priori, elle est OK dans la partie périph' horizontale, elle est plate en verticale, et dans la partie centrale, apparemment, pour l'instant, c'est un peu serré, mais il faut laisser un peu à l'attente. Hein? Donc, je ne sais pas si on a plus torique que ça ou non. Peut-être non. D'accord, c'est très bien. On change, notre ami Léa. Qu'est-ce qu'on va faire avec Carmel? On peut passer à torique, c'est ça? Quoi? Combien? On a les minutes. On va voir la lentille dans... Et voilà. Là, il y a la boule d'air. C'est un problème de pose, d'accord? C'est pas ça. Mais comme on n'a pas trop de temps, vous voyez comment on a optimisé les fits. Les problèmes, c'est la boule d'air. Cette boule d'air, ça élève la lentille et ça ne nous donne pas une bonne image dans la partie inférieure. Désormais, on n'a pas le temps aujourd'hui d'avoir plus de temps, mais basiquement, il faut enlever, faire la pose sans boule d'air, attendre que la fluo il s'en va et regarder clairement. Mais c'est la partie jolie, c'est ce qu'on a eu l'option de voir un changement des 0,20 tout de suite. Et on a une lentille qui elle est belle. Elle va avoir, elle est pas bonne parce que pas la boule d'air, mais elle est belle déjà. D'accord? Carmel, tu as réussi ou non? Non, tranquille. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est tout bon. Hein? Il y a quelques questions pour l'instant. Ah. Mais on n'a plus le temps. Merci d'être entre nous et on est dans les temps de Merci. Merci à tous. N'hésitez pas à passer sur notre stand du coup pour échanger sur ce symposium. Un grand merci à Louisette et à Joma. Merci Catherine.